C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Bonsoir Jean-Marie Colombani. Bonsoir Roselyne. Alors Emmanuel Macron a tout écrasé sur son passage. Les partis de gouvernement peinent à exister. Le PS est à 6%. Les Républicains se creusent les méninges pour trouver des angles d'attaque en mordant sur le populisme. Et ils mettent le paquet sur l'immigration et la sécurité. La France insoumise, eh bien, la mayonnaise ne prend pas. Quant au Front National, il reste pour l'instant bloqué sur l'échec de Marine Le Pen, en rêvant pour certains de Marion Maréchal, la nièce. Rien ne résiste pour l'instant à l'élan réformateur de Macron, mais pour combien de temps ? Et surtout, quel avenir pour la droite? C'est le thème de notre émission. On en parle avec Virginie Leguet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef du service adjointe du politique de Paris Match. Merci d'être là. Bonsoir Nicolas Prissette. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste indépendant. Merci d'être sur ce plateau. Et Pierre Jacquemin, bienvenue. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Regard. Donc la droite lance une offensive avec une distribution de tracts. Emmanuel Macron est à la tête d'un pays qu'il ne comprend pas. Il est écrit sur l'autre nos propositions pour que la France reste la France. Un vieux slogan un peu moisi, disent certains. Jean-Marie ? Ouais, moi, je voudrais juste lancer, pour lancer la discussion, dire la chose suivante. Je pense que la période, tout le quinquennat ça a déjà commencé, d'Emmanuel Macron, sera dominée à droite par la question d'une alliance éventuelle avec l'extrême droite. Donc, est-ce qu'il y aura à un moment ou à un autre jonction entre la droite et l'extrême droite, ce qui pourrait évidemment donner une majorité dans l'opinion. Et de ce point de vue-là, je voulais simplement rappeler ce qu'a été l'exemple italien. Parce que ce qui vient de se passer en Italie est très important. Vous aviez une alliance à droite, entre la droite de gouvernement, centre-droit, dirons-nous, Silvio Berlusconi, qui avait fait alliance avec la Ligue, mouvement authentiquement d'extrême droite, dans l'idée de s'adjoindre la Ligue pour faire un bloc, mais en restant lui-même dominant. Et donc il avait cheminé tout au long de la campagne avec les thèmes de la Ligue, Oui. donc avec les thèmes de l'extrême droite. Que s'est-il passé ? Et la droite a perdu. Oui. La droite est arrivée deuxième en l'ensemble, mais dans l'ensemble, c'est Berlusconi qui est arrivé affaibli et la Ligue qui est sortie vainqueur de ce... Donc c'est inexorablement ce qui se produira en France si les Républicains continuent d'essayer de courir derrière les thèmes et derrière le Front National en pensant qu'ils vont pouvoir récupérer l'électorat du Front National. Ce qui va se produire, c'est le vieux slogan ou le vieux dicton de Jean-Marie Le Pen lui-même. On préfère l'original à la copie. Et c'est invariablement ce qui se produit, ce qui s'est produit en Italie. Et ça doit nous servir ça devrait servir de leçon et inspirer les dirigeants actuels de la droite. Certains, je pense, y pensent, d'autres peut-être pas. Oui, mais on pourrait rétorquer aussi que le MSI, c'est-à-dire aussi l'ancienne extrême droite, s'était recentré. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas du Front National, qui reste le Front National. Est-ce que vous êtes d'accord avec... Oui, mais la Ligue n'a rien à voir avec le MSI. La Ligue je sais, mais ça, historiquement... C'est parti de la Ligue du Nord, qui était un mouvement exclusivement autonomiste et qui est devenu la Ligue et qui est devenu un mouvement qui est authentiquement crypto-fasciste et d'ailleurs ouvertement raciste. Oui. Donc c'est vraiment... Non, mais il y a eu des mutations en Italie, ce que je veux dire, et qu'il n'y a pas eu en France. C'est ça que je veux dire. Mais vous avez raison de poser le sujet. Virginie, est-ce que vous êtes d'accord d'abord avec l'analyse de Jean-Marie ? C'est vrai, quand on lit le tract des Républicains, alors c'est beaucoup sur... il n'y a jamais eu autant d'impôts, jamais autant d'émigrés, jamais eu... un tel risque terroriste, une telle pression communautariste, autant de délinquance, et de fractures territoriales. Est-ce qu'effectivement, cette nouvelle droite républicaine incarnée par Wauquiez, eh bien un jour, elle va... C'est le grand rêve de l'extrême droite d'ailleurs. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que ça en prend le chemin ? Vous voulez dire d'une alliance avec le Front National ? Bien sûr. Oui, enfin, en tout cas, sur les thèmes, elle est aujourd'hui sur les thèmes du FN, mais clairement. Ce tract, parce que là, ce que vous avez entre les mains, c'est un petit tract, pourrait très, très, très bien être un des tracts du Front National. Oui. Mais le pari de Laurent Wauquiez, il n'est pas de faire une alliance avec le Front National, il est de siphonner le Front National et de ramener à lui les électeurs du Front National, dont il dit qu'ils sont extrêmement perturbés par la fragilité qu'a montré Marine Le Pen lors du débat d'entre-deux tours et surtout les incertitudes de sa ligne politique depuis. Donc lui, il pense que
le Front National est en déshérence et qu'il peut ramener à lui des électeurs qui seraient mal. Là où je rejoins Jean-Marie, c'est qu'on voit bien dans les sondages qui sont faits, ne serait-ce que pour les projections pour les prochaines élections européennes, que le Front National reste très haut et que les Républicains de Laurent Wauquiez, franchement, ont du souci à se faire. Donc là, il lance une offensive qui s'appelle le Printemps des Républicains. Pour moi, quand je vois la descente quasiment aux enfers que Laurent Wauquiez a entamée depuis son élection, parce qu'il a été bien élu par un grand nombre de militants, mais je ne sais pas ce qui se passe depuis dans sa tête. Il y a quelque chose qui ne prend pas, il y a quelque chose qui ne prend pas même dans sa dialectique. Il y a comme un décalage entre son discours et ce qu'il est, entre son positionnement de départ quand il est rentré dans la vie politique et maintenant. En tout cas, là, il y a une glissade vers le fond et c'est pas un printemps, c'est plutôt un hiver. Alors, je ne sais pas si cet hiver va durer très longtemps ou pas longtemps, mais pour l'instant, c'est vraiment quelque chose j'allais même dire qui peut serrer le cœur quand on pense à ce que a été la droite, pardonnez-moi, qui était un grand parti, un grand mouvement, qui a encore de nombreux élus. Et ce qu'elle est en train de devenir idéologiquement, franchement, c'est terrible. Ouais. Et Pierre et Nicolas, l'extrême droite, est-ce qu'elle peut neutraliser la droite, comme le craint Jean-Marie ? En tout cas, elle est en train d'aspirer sa stratégie. Mais cette histoire ne date pas d'aujourd'hui, ne date pas de l'élection 2007, Sarkozy l'avait réussi. Il faut revenir à 2007, puisque c'est ça qui reste dans l'imaginaire de la droite le grand moment stratégique politique quand Nicolas Sarkozy, avec sa victoire, a fait croire à tous les électeurs de droite qu'il avait vaincu le Front National et qu'il avait récupéré les électeurs qui étaient sur le vote Jean-Marie Le Pen en 2002. Et cette stratégie-là d'aller rechercher l'électorat de l'extrême droite, c'est celle que poursuit aujourd'hui Laurent Wauquiez, en imaginant qu'il pourra rééditer l'exploit, entre guillemets, de Nicolas Sarkozy de 2007. Mais c'est oublier que les choses ont bien changé, parce que d'abord, à l'extrême droite, il y a Marine Le Pen. C'est pas Jean-Marie Le Pen, c'est une autre forme d'extrême droite d'une part, et d'autre part, Sarkozy l'avait emporté en 2007, non seulement sur des aspects un peu sécuritaires, identitaires, mais aussi sur des aspects économiques très libéraux, qui est tout un pan de la pensée de droite qui a été abandonné par les Républicains à Emmanuel Macron. Donc, la seule stratégie qui leur reste aujourd'hui, puisqu'ils ne veulent plus parler d'économie, c'est de parler d'identité et de faire la course avec le Front National sur ces thèmes-là, identité, sécurité. Comme vous l'avez très bien rappelé, les Français préfèrent toujours l'original à la copie. C'était le mot de Le Pen. Il avait raison. Et donc, là, ce qu'on voit dans les sondages, finalement, quand on fait la photographie aujourd'hui, c'est que les Républicains restent à des niveaux relativement bas historiquement, et le Front National, comme vous l'avez très bien dit, reste à des niveaux historiquement relativement hauts. Donc ça ne marche pas. Pierre, est-ce que vous pouvez faire la synthèse de tout ce qui a été dit jusqu'ici Elle n'a pas beaucoup d'originalité, la droite, aujourd'hui. Elle n'a pas beaucoup elle n'est pas très novatrice. Non. Mais est-ce qu'elle a le choix ? Ce que je trouve intéressant, c'est qu'à travers le débat qui irrigue en France la droite, la question italienne est intéressante, mais plus généralement, la question en Europe, de la montée des populismes et de la montée de l'extrême droite en Europe, me paraît beaucoup plus préoccupante. Le cas de l'Italie, le transposer au cas français, me paraît plus compliqué dans la mesure où en Italie, la social-démocratie a anéanti la gauche. Il n'y a plus de gauche, il n'y a ni gauche radicale, ni gauche social-démocrate, alors qu'en France, elle résiste un peu. La gauche socialiste a totalement disparu, mais il existe une gauche qui résiste encore. Il faut quand même s'intéresser aux points qui ont été les points de coalition du gouvernement en Italie. C'est ça que je trouve intéressant. C'est qu'on voit aujourd'hui une coalition entre l'extrême droite et la droite populiste en Italie, mais qui a totalement enlevé de son accord la question européenne. Et je pense que la question européenne, que ce soit en France, en Italie ou ailleurs, ce sera la question majeure qui risque de cliver. On voit bien qu'aujourd'hui, les difficultés auxquelles fait face Laurent Wauquiez, c'est la question européenne. Est-ce que Laurent Wauquiez va faire une campagne pro-européenne ou est-ce qu'au contraire, il va faire une campagne plutôt souverainiste, eurosceptique ? En Italie, l'accord de coalition a exclu la question du référendum, justement, sur la sortie ou le maintien de l'Italie dans la zone euro. C'est très
très intéressant parce que ça veut dire que la coalition qui est en cours en ce moment en Italie va durer, me semble-t-il, assez peu de temps. C'est-à-dire que dans un an, il y a les élections européennes et que donc cette coalition va voler en éclats sur la question européenne. Et c'est le cas aussi en France. La question européenne, encore une fois, on le voit, mais c'est pas que vrai à droite, c'est vrai partout. Je crois que toutes les formations politiques de France aujourd'hui clivent sur la question européenne et je pense que c'est là aujourd'hui le principal enjeu. Ensuite, on est face plus généralement à une droitisation, voire à une extrême droitisation du débat public dans la société. Je pense qu'aujourd'hui, le fait que lors du quinquennat de François Hollande, on n'ait pu, dans un gouvernement socialiste, engager une discussion sur la déchéance de nationalité. Quand on passe une loi en France sous un gouvernement de M. Macron, avec un ministre de l'Intérieur qui fait passer la loi antiterroriste, puis la loi sur l'asile et l'immigration, qui, quand même, est très proche du programme de coalition italien sur la question du droit d'asile et la question des migrants et la question migratoire. Donc ces problématiques-là, cette problématique de la droitisation, elle est majeure partout en Europe. Et donc je pense que le point de cristallisation, et c'est ce qui pêche aussi dans le programme de Laurent Wauquiez, c'est l'absence de vision. Je pense que aussi Laurent Wauquiez, pour moi, je finis là-dessus, il est aussi une espèce d'incarnation de ce qu'on peut appeler, là aussi peut-être vous trouverez ça, mais c'est un concept intellectuel qui vient du Canada, d'un philosophe qui parle de médiocratie. Non, si, évidemment, il parle de médiocratie. Donc je pense que Laurent Wauquiez est ce modèle-là de la médiocratie de notre classe politique qui fait du populisme et qui ne pense pas en termes de perspective politique. Oui, sauf que Trump... Corriger juste un petit peu, je ne pense pas que ce soit l'Europe le facteur principal, je pense que l'Europe, elle est par ricochet. Le facteur principal, c'est l'immigration. C'est un grand mouvement anti-immigré et les mots clés qui sont prononcés dans toutes ces campagnes, et d'ailleurs qu'a même repris Collomb, c'est le mot submersion. Donc on est hanté par la submersion. Ça atteint même la petite Slovénie, qui est une espèce de petit jardin paisible en Europe et qui se voit retourner vers des nationalistes sous l'angle évitons l'immigration, etc. C'est ça alors, c'est plus compliqué que ça parce qu'en fait, c'est un triptyque qui soutient la montée des populismes et des mouvements extrémistes en Europe. C'est d'abord la complexité de l'univers dans lequel nous sommes. Une complexité, les gens sont perdus parce qu'on a du mal à se repérer. C'est la perception des inégalités. Je ne dis pas qu'il y a une réalité de la montée des inégalités. Par exemple, en France, toutes les mesures qui sont là montrent que les inégalités ne se sont pas creusées. Mais il y a une perception très forte d'une montée des inégalités et l'immigration. C'est le mélange des trois, au fond, qui font. Et l'Europe n'est atteinte que par ricochet. Parce qu'on dit l'Europe, l'Europe, elle est impuissante à régler le problème de l'immigration. C'est ça qui a fait le moteur de la campagne. Et par ailleurs, sur l'Europe elle-même, la droite, puisqu'on parle de la droite et de Laurent Wauquiez, est totalement divisée. Elle est totalement divisée. Il y a une sorte de panique morale de la part de le curseur. On voit bien que la droite est rétrécie. Je voudrais simplement faire une toute petite remarque à la suite de ce que Nicolas Preciat a dit sur la campagne de 2007. Nicolas Sarkozy a certes siphonné une partie de l'électorat du FN, mais il a démarré au centre. Donc, il a réussi à rassembler, j'allais dire, les deux bouts. C'est comme ça qu'il a été élu. Laurent Wauquiez, il ne démarre pas au centre parce que le centre est déjà parti. Il a été élu parce qu'il était transgressif aussi sur d'autres... Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'électoralement, il a finalement rassemblé assez large. Laurent Wauquiez, il ne rassemble pas. Il se situe tout de suite à la droite de la droite et il ignore délibérément le centre parce qu'il pense que le centre est déjà parti chez Emmanuel Macron. Autre chose que je voulais dire à propos de ce que Jean-Marie Colombani vient de dire, la question de la pression migratoire, comme on dit de façon un peu... peut-être brutale, va être quand même au centre de la campagne des européennes. Les Français et beaucoup de peuples européens ont le sentiment que personne ne sait gérer cette pression migratoire, qu'on se débarrasse ici ou là en les laissant arriver par certains pays et surtout pas par les nôtres, et qu'il y a une espèce d'incapacité à anticiper l'arrivée des migrants, et certainement leur ressenti va jouer beaucoup dans la façon dont ils vont voter aux européennes l'année prochaine. Cette question-là, l'impuissance que montre l'Europe depuis des mois à gérer ça et à s'entendre... L'impuissance prêtée à l'Europe. Parce que quand on regarde les réalités des choses, on peut dire qu'il y a une pression migratoire, par exemple en Allemagne.
En Allemagne, ils ont accueilli près d'1 million de réfugiés. On peut dire qu'il y en a eu une en Italie, où depuis 2012-2013, ils ont accueilli près de 800 000 personnes. Oui, mais ils les accueillent dans de bonnes conditions. Oui, mais simplement, aujourd'hui, ces flux sont quasiment taris ou presque taris. Si vous regardez les chiffres aujourd'hui en Italie, c'est devenu presque marginal. En Grèce, ça s'est stoppé. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne a agi. Alors, il y a un accord avec la Turquie qu'on peut contester, mais néanmoins, cet accord a fait que les flux se sont interrompus. Et quand vous allez en Hongrie, ou en Hongrie, on vous explique que, et c'est ce qui a fait la victoire de Orban, que la Hongrie est menacée d'être submergée, il n'y a pas un seul réfugié en Hongrie, pas un seul. Donc, il y a beaucoup aussi de l'incapacité d'un certain nombre de responsables de gouvernement ou de partis politiques à replacer les choses dans leur vrai contexte, à expliquer, à dire les choses, à affronter les choses telles qu'elles sont et non pas en agitant des fantasmes qui nourrissent le vote d'extrême droite. C'est ça. Nicolas. Et la montée des populistes. Oui, juste pour rajouter un élément à ce que vous venez de dire, il y a évidemment la réaction européenne qui a eu lieu avec toutes ces imperfections, et puis aussi des réactions politiques intérieures. On pense par exemple au cas de l'Autriche, où il y a quand même eu des chars qui ont été mis aux frontières. Donc il y a eu des réactions extrêmes de la part de dirigeants européens eux-mêmes, poussés par cette vague nationaliste et populiste animée sur fond de migration. Et vous avez raison, c'est vrai que les chiffres des mouvements migratoires sont en recul aujourd'hui, mais ça reste le thème principal qui alimente les discours de droite, pas seulement celui de Laurent Wauquiez, mais aussi celui de toutes les droites européennes. Le PPE va faire campagne l'année prochaine sur ce thème. Quand vous écoutez Manfred Weber, le président du PPE, un Allemand, bavarois, il vous explique que ce qui intéresse les gens, c'est pas de savoir s'il faut faire un budget de la zone euro, on s'en fiche complètement, c'est ce dont on me parle dans tous les petits villages où je vais, c'est des migrants. Donc c'est monolithique, il y a une seule parole, un seul sujet de discours, une seule préoccupation, c'est l'immigration. Et alors, ce qui serait intéressant de voir, c'est la façon dont les Républicains vont se positionner par rapport à ce discours-là, on la devine déjà quand même, et la façon dont ils vont se positionner aussi par rapport à Emmanuel Macron, parce que ce débat, vous l'avez souligné, il n'est pas uniquement dans le périmètre de la droite. Il déborde assez largement, et à l'intérieur du groupe des Républicains au Parlement européen, vous avez déjà des scissions entre des gens qui sont plutôt tentés par Macron et d'autres qui s'y opposent dans la ligne Wauquiez. Donc ça veut dire que pour l'année prochaine, on en revient un peu à la discussion de départ sur la façon dont l'Europe peut être ou pas un clivage au sein des Républicains. C'est-à-dire que pour l'année prochaine, il y a quand même un problème à résoudre pour Laurent Wauquiez, de savoir quelle est précisément sa ligne européenne. Peut-être que ce n'est pas la préoccupation des Français aujourd'hui de savoir quelle est la ligne européenne des Républicains, mais en tout cas, ça va être un élément très important d'identité politique, pour savoir où ce parti se situe exactement. Vous avez certains qui vous disent « mais nous sommes toujours pro-européens, nous sommes des Européens convaincus », et puis d'autres qui vont aller sur une ligne beaucoup plus dure. Donc il y a peut-être aussi un risque de scission supplémentaire. Oui, mais la stratégie payante, c'est celle du Front National ou c'est celle de la droite républicaine, voire populiste ? Il faut ajouter deux complexités à tout ce qu'on vient de dire pour la droite. D'abord, y a-t-il ou non deux droites ? C'est ce que dit Valérie Pécresse. C'est ce que dit Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, tous ceux qui sont en train de créer leur mouvement en ce moment, Bruno Retailleau. Retailleau qui a d'ailleurs une très bonne formule, Bruno Retailleau, qui dit que la droite fondamentalement souffre d'apathie intellectuelle, c'est-à-dire être incapable de produire une analyse, un discours et un projet sur la société elle-même. Il faut noter la multiplicité des initiatives des uns ou des autres qui se sentent quand même très mal chez Laurent Wauquiez. Et Valérie Pécresse donne une frontière très simple. Elle dit il y a la droite qui a, au deuxième tour, voté pour Emmanuel Macron contre l'extrême droite, et puis il y a une droite qui s'est abstenue de donner des consignes. Donc là, c'est une ligne de partage très claire par rapport à... Oui. Mais est-ce que cette droite-là... Et l'autre problème, l'autre complexité, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est que pendant que nous parlons, le Premier ministre, Édouard Philippe, fait son petit tour de France, et son petit tour de France en vue d'échéances électorales, notamment des municipales, où là, quels vont être ses interlocuteurs ? Des maires de droite. Et la droite, elle est quand même représentée fortement au gouvernement. On a un gouvernement qui gouverne au centre droit avec des figures de la droite. Édouard Philippe, Bercy, les deux ministres de Bercy. Darmanin, Bruno Le Maire. Il va y avoir, et il y a peut-être déjà tout un travail de terrain
qui est nécessaire pour En Marche et pour le camp Macron, parce qu'ils n'ont pas de relais sur le terrain, qui va peut-être séduire une partie des élus traditionnels de la droite en vue des élections. Mais c'est un piège, c'est un piège pour la droite, Pierre. C'est toute la difficulté à laquelle est confronté aujourd'hui Laurent Wauquiez, c'est-à-dire que sa ligne aujourd'hui, elle est compliquée à partir du moment où Emmanuel Macron, il incarne ce que la droite républicaine a toujours incarné. Aujourd'hui, il est dans l'espace politique, il est la droite. Emmanuel Macron, il a un gouvernement de droite, et on voit bien qu'il y a une partie des députés des députés républicains qui sont assez favorables aux lois et aux projets de réforme du gouvernement. Donc ce qui va se passer, c'est pour ça que je pense que la question européenne est centrale, parce que ce qui risque de se passer au sein de la famille des Républicains, et on l'a encore entendu ce matin par la numéro 2 des Républicains, elle attend de voir la ligne qui sera imposée par Laurent Wauquiez. Et on voit bien aujourd'hui que les réunions, les prochaines réunions, où les premiers mots, où les premières propositions sur l'Europe vont émerger, ça va être à Menton, à la frontière entre la France et l'Italie, à la fin du mois de juin. 30 juin. Donc on voit bien que quand même les signaux qui sont envoyés par Laurent Wauquiez, ils vont pas dans le sens d'une unité générale des Républicains. Il sent sans doute d'ailleurs aussi, Laurent Wauquiez, qu'une partie de sa base qu'il perd, je crois que c'est dans les Yvelines aussi, un des gros bastions des Républicains, il y a eu près de 5000 militants qui ont disparu des fichiers de leur formation politique. Donc on sent bien qu'il n'y a pas une prise Laurent Wauquiez au sein des Républicains, et donc aujourd'hui, sans doute, il y a une stratégie différente qui est la sienne, qui ne peut pas lui échapper. C'est-à-dire qu'il ne peut pas revenir sur le terrain d'Emmanuel Macron, donc il court vers Marine Le Pen, ce que vous disiez tout à l'heure. Donc, à un moment donné, sans doute que tout ça finira par exploser. Et à ce moment-là, peut-être que la question des alliances avec le Front National, ou peut-être avec... va se poser inexorablement. Se posera. Mais ça peut ne même pas avoir la forme d'alliance. Lorsque vont se préparer les municipales, on voit très souvent des listes qui sont sans étiquette, où il y aura des élus qui vont arriver sur des listes qui n'auront pas d'étiquette Front National ni d'étiquette LR, mais qui seront des élus de droite et des élus Front National, enfin, pardonnez-moi, Rassemblement National. Ouais. Et il n'y aura pas d'alliance à proprement parler, surtout pas d'alliance nationale. Il y aura des accords locaux en fonction des forces en présence. Ça va se faire un peu en catimini. Comme ça se fait déjà. Ça se passe déjà comme ça. La cuisine qui prépare une élection municipale, elle se fait localement avec les élus qui sont représentatifs. Ouais. Et il y aura effectivement des listes où il y aura des élus de droite, du centre droit, ils vont glisser doucement. Qui iront sur des listes En Marche sans aucune difficulté. Et il y aura peut-être des listes plus dures. C'est là où elles se feront. Donc le paysage politique est amené encore à se recomposer. On ne sait pas... si, puisque si la droite républicaine aujourd'hui n'a plus d'angle d'attaque ni d'angle de séduction pour les Français, il va falloir qu'elle trouve la martingale. En tout cas, en ce qui concerne, je voudrais qu'on s'arrête un moment sur la personnalité de Laurent Wauquiez, parce que vous le disiez tout à l'heure, le garçon, il ne prend pas. Il parle peu dans les médias. Et là, il est allé, alors je ne sais pas si on peut voir l'image, il est allé à Mossoul, où il pose en costume sur les ruines en Irak, voilà. Et tout le monde lui tombe dessus. Voilà, qu'est-ce que c'est que cette image? Alors, c'est Bruno Jeudi de Paris Match qui a posté ce tweet. Voilà, on ne lui passe rien à Wauquiez parce que, dans le fond, personne ne le prend au sérieux. Et c'est vrai que les partis, ils ont toujours, dans le fond, façonné un présidentiable. Et on a l'impression que Wauquiez, il ne l'est pas tellement. Oui, parce que ce type de déplacement, ce type de photographie, en théorie, pour un candidat ou un futur candidat à la présidentielle, c'est destiné à donner de l'ampleur, une stature internationale, à dire, regardez, je ne suis pas que le nez sur les affaires franco-françaises, j'ai aussi le regard de la France sur l'étranger, et notamment sur des zones importantes pour la France, donc voilà, au Proche et au Moyen-Orient. Alors, malheureusement pour lui, Laurent Wauquiez, comme il est dans une situation de faiblesse politique, eh bien, comme il se passe systémataquement dans ces cas-là, on le regarde avec le prisme de la faiblesse. Ouais. Et on n'est pas capable d'aller sur ce type de discours de présidentialisation, d'internationalisation de la personnalité. On va trouver toutes les critiques à formuler sur ce déplacement, parce que depuis le départ, malheureusement, il n'y a jamais eu d'effet, depuis le départ, c'est-à-dire depuis son élection, il n'y a jamais eu d'effet Wauquiez. Il n'a jamais été
contrairement à son ambition qui était d'être le premier opposant à Emmanuel Macron, les Français ne lui accordent pas ce crédit, ne lui accordent pas cette place. Il est devancé dans les sondages, quand cette question est posée, il est devancé par la France Insoumise, il est devancé par Le Pen. Il n'a pas trouvé sa place, en tout cas la place qu'il espérait sur l'échiquier politique. Il n'est pas le premier opposant à Emmanuel Macron. Faute de discours d'opposition crédible. Il hérite aussi d'un contexte. Il a été ministre aussi, on se souvient de l'époque où il était ministre sous Nicolas Sarkozy. On s'en souvient vraiment. Je sais pas, justement, non, mais si, les seuls moments où on se souvient de lui, c'est ses grandes paroles sur l'assistanat, c'est le cancer de la société, même si c'est arrivé un peu plus tard, ou alors même sa volonté de créer un RSA où il imposait aux bénéficiaires du RSA d'avoir un travail social. C'est aussi toute cette caractéristique antisociale de Laurent Wauquiez. Puis aujourd'hui, il est aussi à la fois tête d'un parti politique, puis il a la tête d'une région, où on vient de lui retoquer son budget régional. Donc voilà, on voit aussi en tant qu'élu local, élu d'une région en l'occurrence, on voit bien aussi que sa capacité à exister, à faire émerger des idées nouvelles sur la question des compétences régionales, aussi sur la question du transfert aujourd'hui dans le débat politique et le débat qui devrait l'opposer à Emmanuel Macron sur le transfert de compétences, la réduction de budget des régions, il n'arrive pas à percer aussi à ce niveau-là. On voit bien qu'une Ségolène Royal, quand elle était présidente de région, s'est servie, elle, de ce tremplin-là. Ça ne lui a pas été très profitable par la suite, encore qu'elle a eu une stature. Elle a laissé sa région une des plus endettées du pays. Encore qu'elle a fait quelque chose de sa région. Il a l'opportunité de faire quelque chose avec sa région. On voit bien que l'immense majorité, en tout cas des élus d'opposition, lui reproche. Il a été refusé par la Chambre régionale des comptes, il me semble. Enfin, il y a eu un problème avec son budget. Cela dit, il est menacé aujourd'hui d'être à droite, ce que Benoît Hamon est à la gauche. C'est ça le danger pour Laurent Wauquiez. Mais par ailleurs, comme le faisait remarquer Virginie tout à l'heure, si on fait l'inventaire de tous les leaders qui ont du poids en France et qui sont obligés de faire leur petit laboratoire pour réfléchir, etc., ça renvoie à une chose qui est nouvelle dans la vie politique, c'est que pour le moment, il n'y a pas de présidentiable qui est surgi des rangs de la droite. C'est quand même une grande nouveauté, une grande particularité. Il n'y a pas eu de période qui y ressemble dans le passé récent. Or, en France, dans notre système tel qu'il est, si vous n'avez pas un présidentiable reconnu, vous êtes assez mal placé. Cela dit, Macron a été très vite. 18 mois avant l'élection, n'était pas tout à fait un présidentiable. Et aujourd'hui, vous en dites beaucoup de bien, Jean-Marie. Ça dépend. Ça dépend des sujets. Je voudrais simplement dire une chose. C'est un assez mauvais procès qu'on fait à Laurent Wauquiez d'être en costume. Il aurait été en maillot de bain ou en tenue de vélo. On aurait trouvé ça complètement ridicule. C'est normal qu'ils soient en costume et qu'ils se déplacent en costume pour rencontrer. Oui, c'est pour ça que je disais, on lui passe rien. Mais il y a une chose, moi, qui me frappe beaucoup chez Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, il a commencé sa carrière avec Jacques Barrot, c'est-à-dire vraiment au centre. Et il y a quelque chose qui s'est déporté chez lui de plus en plus au fil du temps, au fil des années, mais qui aujourd'hui fait que quand on l'écoute, même avec attention, il parle faux. C'est-à-dire qu'on n'entend pas une adéquation entre ce qu'il dit et ce qu'il pourrait penser, ou même ce qu'est son personnage. Et par les faux, ça fait que ce qu'on dit, ça n'imprime pas, ça ne retient pas, ça n'accroche pas la. Mais où serait le parler vrai de Laurent Wauquiez, à vos yeux? Mais je ne sais plus, parce que je me demande si lui-même le sait, en fait. Parce qu'il fait des calculs politiques. Et à force de faire des calculs politiques, il oublie même peut-être de ce qui a fait l'origine de son engagement en politique. Quand il était Benjamin... Il est à des années-lumière de cette origine. Quand on pense à l'héritage de Jacques Barrot, c'est un héritage démocrate chrétien. Exactement. Ça n'a rien à voir avec la droite. Mais c'était le fils spirituel de Jacques Barrot. Et quand il a été élu à l'Assemblée nationale, il était le Benjamin de l'Assemblée nationale. Et moi, je me souviens très bien de lui à cette époque-là. C'était un autre Laurent Wauquiez. Et le Laurent Wauquiez qu'on entend aujourd'hui, je trouve qu'il est fabriqué, il est composite, mais il est en rien vivant, vous voulez pas audible. Qu'on dise un mot de... Vous voulez dire un petit peu... Non, juste, Virginie, vous parlez du fait qu'il y aurait des calculs politiques qui seraient trop voyants, trop visibles dans la stratégie, dans les postures de Laurent Wauquiez. Mais le discours est difficilement audible parce qu'il n'y a pas assez de fond. On en revient encore à ce sujet-là. C'est-à-dire quelle est la colonne vertébrale de la droite? Quelle est sa pensée claire, précise sur les sujets européens, sur les sujets de société, sur les sujets économiques? On ne le sait pas. On ne le sait plus. Et elle-même ne le sait pas. Parce que le président de la droite est à l'Élysée. Tant que cette doctrine, tant que les Républicains n'auront pas refondé une sorte de doctrine, ils resteront inaudibles.
dit Jean-Marie. Oui, très juste. On dit un mot très vite de Marine Le Pen. Donc, est-ce que c'est une construction médiatique, le retour de Marion Maréchal, parce que rien en réalité ne le démontre, mais les journalistes, effectivement, sont en train de phosphorer sur l'idée d'un retour de Marion Maréchal qui pourrait détrôner Marine Le Pen. Est-ce qu'on est dans la réalité ou c'est une construction, une bulle médiatique, une fois de plus? Elle prend date, Marion Maréchal. Pour l'instant, elle ne dit rien, donc on l'a fait parler. On l'a fait parler, elle pose ses petits cailloux, elle ne s'appelle plus Le Pen, elle s'appelle Maréchal. Enfin, elle a toujours été dans cette forme de stratégie de petits cailloux, vous avez raison. Et donc, voilà, on attend le moment, un jour, peut-être quand elle le jugera le plus opportun, où elle montera d'un cran, où elle partira dans des conquêtes électorales jusqu'ici inatteignables pour elle. C'est probable. Mais voilà, elle a une vision de moyen long terme. Elle dit qu'elle se retire de la vie politique, puis après elle revient sur la scène. Oui. Elle a le temps, elle a 28 ans. Voilà. C'est-à-dire que même si elle se présentait, non pas dans 4 ans à la prochaine présidentielle, mais dans 9 ans, elle serait plus jeune qu'Emmanuel Macron quand il a été élu à l'Élysée l'année dernière. Surtout, elle a compris quelque chose qui me paraît fondamental et que l'ensemble de l'espace politique a oublié de faire, c'est la pensée. C'est-à-dire qu'elle est en train de reconstruire une pensée de l'extrême droite, une pensée idéologique, et c'est ce qu'elle est en train de faire avec son école, sa formation. Et donc je pense que reprendre le créneau intellectuel est à mon avis quelque chose d'assez malin, qui devrait inspirer l'ensemble des formations. En tout cas, observons qu'elles ont l'une et l'autre quelque chose en commun, c'est de faire oublier Le Pen. Marine Le Pen, c'est plus le Front National, c'est le Rassemblement National. Et Marion Maréchal Le Pen, c'est plus Marion Maréchal Le Pen, c'est Marion Maréchal. Donc elles sont toutes les deux dans une obsession de délepénisation, ce qui est assez intéressant. On passe tout de suite à la politique sur les réseaux avec Véronique Reissoult. Bon, je vous fais le jingle. Voilà. Véronique. Bonjour. Bonjour. Voilà, très bien. Alors, Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, clé du gouvernement, une séquence particulièrement sensible autour du retour des djihadistes français depuis qu'effectivement le procureur Molins a annoncé avec inquiétude la sortie imminente des djihadistes qui étaient en prison. La visibilité, Gérard Collomb, sur les réseaux. En fait, on s'est posé la question en disant, comme c'est un ministre incontournable, finalement, quelle est son image au-delà de petits moments, si on prenait un peu de recul, un champ, et on a regardé sa visibilité depuis qu'il a été élu, et sa visibilité dans le monde. Et quand on regarde le graphique, ça parle de lui-même. Vous allez voir, il y a un pic à un moment donné. Et donc, il y a 1 825 000 messages qui ont été émis depuis qu'il est arrivé, et avec un pic assez important qui est tout simplement lié à l'hommage qu'il a fait à M. Beltrame. Et en fait, il y a un avant et un après, étonnamment, ce pic. C'est-à-dire qu'avant, globalement, on parlait du ministre, pas toujours très bien. Souvent, on se posait la question de est-ce qu'il est crédible, est-ce qu'il est à la hauteur, est-ce qu'il a compris. Et puis le après a été... son intervention et l'hommage qu'il a fait a été tellement bien jugé partout dans le monde que finalement, il y a un après. Et son image est meilleure. Alors, pas forcément son image personnelle, c'est plus en tant que ministre, on dit que finalement, oui, il est à la hauteur et c'est intéressant. Ça n'a pas toujours été le cas. Et ça n'a pas toujours été le cas, mais il y a vraiment un changement. Après, du coup, on s'est dit, si on regarde en termes d'image, quelles sont les expressions les plus associées en France et à l'étranger. En France, donc forcément l'héroïsme par rapport aux gendarmes et l'hommage qu'il avait rendu. Les débordements sur les manifestations, et là c'est plutôt négatif. La limitation aux 80 km/h, c'est un sujet qui a été beaucoup repris et plutôt en positif parce qu'il a un peu critiqué le sujet, ou en tout cas il a esquivé, enfin les internautes ont apprécié. Il a critiqué le Premier ministre. Voilà, donc bon, les gens ont bien aimé. Au passage, toute la solidarité gouvernementale qui, et ça, ça plaît. Je ne sais pas si c'est je crois que c'est le sujet des 80 km/h qui a plu plus que le fait qu'il Mais est-ce qu'il peut en fait, il prend des libertés, Gérard Collomb, parce que c'est un peu le dinosaure. Il est celui qui a presque fait Emmanuel Macron, donc il prend... c'est lui soutenu depuis le début. Oui, il a quand même été un des gros poids lourds qui a permis à Emmanuel Macron de mettre à disposition un réseau d'élus. Personne n'a fait Emmanuel Macron hors lui-même. Non, mais c'est un atout pour Emmanuel Macron. Ça n'était pas forcément si clair sur les réseaux avant, et depuis quelque temps, ça devient un atout. Mais même ses propos sur le benchmarking des migrants, par exemple, c'est plutôt suivi et apprécié.
Et puis à l'étranger, il est vu autant négativement que positivement, avec les propos sur les migrants, sur les attentats et sur le retour des djihadistes, sachant qu'il y a un paradoxe avec cet homme, c'est que la forme le dessert un peu. C'est-à-dire qu'en fait, on ne comprend pas toujours ce qu'il dit, c'est quand même ce qu'on lit beaucoup. C'est souvent associé à son âge, alors qu'en fait, non, il a toujours parlé comme ça. Et il est anxiogène. Et il est anxiogène. Donc en fait, on trouve que c'est un ministre de l'Intérieur bien, compétent, mais en même temps... Mais c'est toujours un job, le képi sur la tête, c'est jamais... C'est un personnage très ministre de l'Intérieur est rarement... parce qu'il s'occupe de sujets anxiogènes. Oui, mais aussi sa façon de parler, les gens disent qu'ils ne comprennent pas toujours, que ça imprime pas. Enfin voilà, c'est un ministre qui est apprécié, mais en même temps, sa forme ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça que je dis qu'il est assez paradoxal comme personnage et intéressant. Alors, on va parler des députés, qui ont fait pleurer dans les chaumières cette semaine, burn-out, ils sont fatigués, ils travaillent trop, alors qu'on les a vus pioncer des années sur les bancs de l'Assemblée. On se souvient des images dans le monde ancien. Aujourd'hui. Donc, et puis surtout, on les traite de godillots, donc les pauvres. Ça les énerve. Ils n'en peuvent plus. Alors du coup, les députés de La République En Marche ont dit il ne faut plus qu'on nous appelle des godillots, et donc ils ont multiplié les dépôts d'amendements, enfin voilà. Et je me suis dit, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait du hashtag emoji, donc je me suis dit, je vous en fais un. Jean-Marie adore les emojis. Nous avons notre geek, Jean-Marie, qui adore ça. Mais vous savez quoi, il parle de lui-même, parce qu'on a envie de leur lancer des tomates, ça c'est des tomates. Ils font plutôt rigoler. Les signes qui disent down disent, bon, c'est pas la peine de vous plaindre, et en fait, ils aimeraient bien qu'on dise que ce ne sont pas des godillots et qu'ils sont finalement bien à la tâche et qu'ils ont un vrai rôle, et ça prend pas vraiment. Ils sont pas très crédibles, et globalement, les uns et les autres disent, bon, bah voilà, vous l'avez voulu ce job, vous le connaissiez avant. De toute façon, la vérité, non, ils le connaissaient pas avant. 52, 50% d'entre eux venaient de la société civile. C'est qu'ils découvrent, c'est un métier difficile. Voilà. C'est un métier avec un niveau d'accélération du calendrier des réformes qui est quand même colossal, avec des sujets quand même très graves, très lourds, et qui doivent être ingurgités très rapidement. Ils découvrent à marche forcée. Compliqué en termes de démocratie. Ils rendent service à Emmanuel Macron, dans le fond, en montrant que du coup, ils réforment. Oui, bien sûr, parce que pendant après, c'est peut-être vite pendant un an, on a eu une majorité monolithique voilà, qui avait peine à s'exprimer, peine à émerger, avec des visages qu'on aurait pu être tentés de vouloir découvrir, qui sont-ils ces nouveaux députés, puis finalement peu sont apparus sur le devant de la scène. Et là, il y a un mouvement stratégique, parce que tout ça n'intervient pas totalement par hasard, de la part de la majorité, et semble-t-il aussi avec l'impulsion de l'exécutif, de faire davantage vivre ces députés, de faire davantage vivre le débat. Et donc, voilà, ça donne des amendements à foison et la plainte de travailler trop. Attention, Emmanuel Macron n'entend pas ce qu'ils sont en association de France Hollande avec les frondeurs. Emmanuel Macron a bien fait comprendre qu'il voulait bien une petite rébellion, mais une rébellion polie. Contrôlée. L'idée n'est pas de susciter une rébellion. Mais amendement à foison, il faut quand même reconnaître que, par exemple, sur la loi sur l'audiovisuel, on s'aperçoit que les députés n'ont pas du tout été associés. Sur la loi asile-immigration, les députés n'ont pas du tout été associés, et qui se rendent compte des textes, et que donc du coup, ils ne sont plus si godillots que ça, parce qu'eux-mêmes ont envie d'inverser et d'orienter différemment les lois. Donc les choses tournent. Y compris les amendements contre l'avis du gouvernement. En plus. Alors, le retour de Jack. Mais oui, alors j'avais envie de vous parler d'Anne Hidalgo, parce qu'en fait, sachez que sur les réseaux sociaux, Anne Hidalgo, c'est un sujet, mais c'est vraiment un sujet. Chaque semaine, elle a entre 40 et 50 000 messages juste sur elle, donc c'est quand même un sujet. Mais des messages positifs ou négatifs ? Les deux. Plutôt négatifs en majorité, mais les deux. Il y a aussi des soutiens, et j'ai trouvé que Les soutiens sur quoi ? Alors, sur sa politique, par exemple, là, le tweet de Jack Lang, qui a suscité quand même plus de 7000 interactions, donc c'est beaucoup, qui a été beaucoup repris, souvent par des influenceurs. Il y a eu pas mal de gens qui l'ont soutenu en disant « Ah, mais Paris n'est pas plus sale qu'une autre ville, pas du tout. » Enfin, voilà. Voilà des gens qui ne se promènent pas dans Paris. Voilà. Et donc, mais le tweet de M. Lang est à l'image de ce que Mme Hidalgo subit tout au long de l'année. C'est qu'en fait, elle est beaucoup attaquée, quelquefois par des gens de son camp, quelquefois par des gens auxquels on ne s'attend pas forcément. Enfin bref. Jack Lang est toujours amer de ne pas avoir été maire de Paris, je crois. Il n'est pas amer, Jack Lang. C'est un personnage exceptionnel, mais absolument exceptionnel. Regardez encore aujourd'hui. Presque aussi exceptionnel qu'Emmanuel Macron. Qui peut prétendre aujourd'hui être ministre de la Culture, parce que son héritage est toujours là. C'est vrai. Regardez encore une fois la situation du film, la situation de l'audiovisuel qui est en train d'accoucher d'une non-réforme. Et à chaque fois, ça renvoie à la période Jack Lang. On se dit, tiens, il y avait des choses. Il reste encore dans le cœur des Français. Son message est simple. Il dit à Mme Hidalgo, que la ville est sale. Il est possible
possible d'avoir une ville propre. Voilà. Je l'ai vu, donc il faut peut-être écouter. Et ce message, il a quand même été vraiment beaucoup repris, et c'est tout le temps que sur des choses très concrètes. Et c'était intéressant parce que 7200 interactions, c'est beaucoup, mais on pourrait se dire pourquoi pas. Mais c'est surtout des influenceurs qui l'ont repris, donc ça veut dire que son message, il a été beaucoup vu. Et Anne Hidalgo lui a répondu d'ailleurs. Ouais. Ça veut dire qu'il y a nombre de Parisiens qui considèrent comme lui que la ville est sale, ce qui est un fait. Et de toute façon, dès qu'on parle de Madame Hidalgo, il y a une battle sur les réseaux sociaux. Les gens, les pour, les contre, et les uns et les autres s'insultent assez rapidement. Merci à tous. Merci Véronique pour les émojis qu'adore Jean-Marie. Nous retrouverons la semaine prochaine. Pour les émojis. Avec impatience. Merci à tous et à très vite. Merci. Le débat, présenté par Raphaël Kahn. En direct de Paris, un débat animé par Raphaël Kahn sur le fait marquant du jour, avec les acteurs, les experts et les observateurs de l'actualité. Suivez la controverse en direct et après l'émission, confrontez vos points de vue sur nos forums et prolongez le débat. Le débat, à voir sur France 24 et sur france24.com. La réussite est faite de choix. Nous pouvons nous choisir un avenir d'artiste ou de médecin, mais nous pouvons aussi faire le choix de créer notre propre métier. Barclays France se réinvente et devient Milleis Bank pour faire de chacun de vos choix une réussite. Alors, monsieur Maillard? Ah oui, là j'entends parfaitement. Et puis alors, c'est vraiment discret. Hein. En plus, vous bénéficiez de 40% de réduction. Pardon? Elle dit qu'on bénéficie d'au moins 40%. Et d'une paire de lunettes à votre vue. Ah, je suis pas sûr de bien comprendre. Et oui, en ce moment chez Optical Center, vous bénéficiez de 40% de réduction sur toutes les marques d'appareils auditifs. Et Optical Center vous offre une paire de lunettes à votre vue. Même en verre progressif. Oh. Optical Center, optique et audition. Dispositifs médicaux. Ah, mira, por ahí ya está.